Bonsoir, comme vous venez de le suivre en direct, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ahmed, a présidé au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse organisée à l'occasion du 25e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II. Que Dieu ait son âme. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Roi bâtisseur, feu Sa Majesté Hassan II avait marqué de son empreinte l'histoire contemporaine du royaume. Artisan de la marche verte, c'est sous son règne que le Maroc a pu consolider son unité nationale. Un roi visionnaire qui a su guider le Maroc sur la voie de la modernité tout en préservant son identité plurielle et sa civilisation millénaire. Évocation avec Imanable. Roi bâtisseur, fondateur de l'État moderne, feu Sa Majesté le roi Hassan II a consolidé les jalons posés par son vénéré père, feu Sa Majesté Mohammed V. Le défunt souverain en a cimenté les fondements pour se lancer dans des œuvres d'édification et d'unification qui ont conféré au Maroc une position privilégiée au sein du concert des nations. C'est en effet sous le règne de feu Sa Majesté Hassan II que le Maroc a pu consolider son unité nationale, avec notamment la récupération des provinces de Sidi Ifni en 1969 et d'Oued Dahab 10 ans plus tard. La clé de voûte de cette glorieuse œuvre de parachèvement de l'intégrité territoriale fut son contest de l'organisation le 6 novembre 1975 de la glorieuse Marche verte. Une œuvre pacifique et une épopée mémorable inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'humanité comme une démarche et un modèle de règlement pacifique des différends. L'artisan de la Marche verte a, depuis les premières années de son règne, pris conscience de l'importance d'édifier une économie nationale indépendante, solide et résiliente, initiant en 1966 la politique des barrages dont il avait fait son chantier de règne. En plus de la croissance économique, le regretté souverain était soucieux de garantir le bien-être social de ses fidèles sujets et de préserver les valeurs de cohésion, de solidarité et d'entraide caractéristiques de la société marocaine. Pour ce faire, il a ouvert des chantiers stratégiques portant entre autres sur la promotion des droits de la femme, la consolidation de l'institution familiale, le développement de l'habitat social et le respect des droits de l'homme et du pluralisme. À l'échelle internationale, le charisme, la perspicacité et l'ouverture d'esprit de feu Sa Majesté Hassan II lui ont valu le respect et l'admiration des dirigeants et chefs d'État. Sous sa sage conduite, le Maroc s'est forgé une place de choix dans le concert des nations. Le royaume a pu faire entendre sa voix dans les différents forats internationaux et a joué un rôle de premier plan dans nombre de dossiers régionaux et internationaux tels que le conflit israélo-arabe, les missions de paix de l'ONU et la création de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine et de l'Union du Maghreb arabe, entre autres. Et en sa qualité de commandeur des croyants, le regretté souverain ne cessait de plaider et d'œuvrer pour l'unité des rangs de l'ensemble de la Oumma islamique devant les dangers qui guettent la terre de l'islam. En commémorant le 25e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, le peuple marocain rend hommage à la mémoire d'un roi visionnaire qui a permis au Maroc d'entrer de plein pied dans l'ère de la modernité et de la prospérité. Le Maroc solidaire du peuple palestinien en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, 2 avions militaires marocains avec à leur bord des aides humanitaires d'urgence destinées aux populations palestiniennes sont arrivés ce matin à l'aéroport d'El Arish en Égypte. Nos correspondants depuis l'Égypte, Mehdi Mouhib, Amin Sharqawi sur un récit de Mariam El Messi. Ce matin, sur le tarmac de l'aéroport Al Arish en Égypte, 2 avions militaires marocains atterrissent. À leur bord, des cargaisons de vivres et médicaments, prêts à être acheminés vers les territoires palestiniens. De quoi apporter réconfort à une population meurtrie par les violences. Ces aides comportent 21 tonnes de denrées alimentaires, eau, riz, farine, huile et conserves, en plus d'une importante quantité de produits médicaux pour alimenter les hôpitaux où est pris en charge un grand nombre de blessés.
Des livraisons précieuses et tant attendues des Gazaouis en ces temps durs. Leur acheminement depuis l'est de l'Égypte, frontalière de la ville de Gaza, sera opéré via le passage terrestre de Rafah. Cette initiative royale traduit la volonté des Marocains et leur attachement indéfectible à la défense de la cause palestinienne, placée au même rang que la première cause nationale. Une initiative humanitaire en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Les aides d'urgence seront remises au Croissant Rouge égyptien, qui se chargera de leur acheminement vers les territoires palestiniens en coordination avec les autorités palestiniennes compétentes. Et sur le terrain, l'armée israélienne continue de bombarder sans relâche la bande de Gaza, faisant de très nombreuses victimes civiles palestiniennes, des populations privées de nourriture, d'eau et d'électricité. Le bilan s'élève aujourd'hui à plus de 6500 morts et des milliers de blessés depuis le début des frappes aériennes israéliennes le 7 octobre. Et parmi les morts, on compte 2704 enfants. Et en Cisjordanie, les opérations de l'armée israélienne ont fait plus de 100 tués. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, réitère la disposition du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, à s'engager dans tout effort international pour résoudre la crise actuelle au Moyen-Orient. S'exprimant lors d'un débat de haut niveau sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, Omar Hillel a rappelé qu'immédiatement après le déclenchement des récents événements, le Royaume du Maroc a présidé le 11 octobre au courant les travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU a rappelé la participation du Maroc au sommet de la paix qui a eu lieu le 21 octobre au Caire, précisant que le Royaume a appelé à réduire l'escalade, à cesser l'effusion de sang et les agressions militaires. Le Maroc n'a pas manqué aussi d'insister sur l'importance de permettre l'acheminement des aides humanitaires de façon rapide, continue et en quantité suffisante au profit des habitants de la bande de Gaza, a noté Omar Hillel, ajoutant que le Royaume a insisté aussi sur l'impératif de lancer un véritable processus de paix qui mène à la solution à deux États conformément aux références convenues internationalement. Maroc, Union européenne, cette fois-ci, le chef du gouvernement est à Bruxelles. Aziz Akhnouch prend part au forum Global Gateway. En marge du forum, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le président du Conseil européen, Charles Michel, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. L'occasion de réaffirmer le partenariat stratégique fort entre le Maroc et l'Union européenne. Les deux parties ont abordé le nouvel agenda de l'Union européenne pour la région de la Méditerranée et la stratégie économique et d'investissement qui en découle. Ces deux mécanismes s'inscrivent en harmonie avec les priorités du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les deux parties ont également échangé sur plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation au Moyen-Orient. Et toujours à Bruxelles, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch s'est entretenu avec le Premier ministre belge Alexander De Croo, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les deux parties ont exprimé à cette occasion leur satisfaction du partenariat liant les deux royaumes et examiné les moyens susceptibles de promouvoir leurs relations et faire face aux défis communs actuels et futurs. Le chef du gouvernement et le Premier ministre belge ont abordé lors de cet entretien les liens d'amitié entre le Maroc et la Belgique conformément aux aspirations des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le roi Mohammed VI et le roi Philippe de Belgique. Nous restons à Bruxelles où le chef du gouvernement a rencontré également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, toujours en marge du forum Global Gateway. M. Akhnouch a réaffirmé à la présidente de la Commission européenne la volonté du Maroc de renforcer le partenariat stratégique multiforme avec l'Union européenne, notamment dans le contexte mondial actuel.
Suite au séisme dévastateur qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier, le chef du gouvernement a signé un arrêté le 13 de ce mois officialisant la classification de ce tremblement de terre comme catastrophe naturelle. La décision a été rendue publique dans le bulletin officiel du 19 octobre. Cela donne lieu à l'activation de l'indemnité à toute personne ayant subi des dommages, qu'elle soit couverte par un contrat d'assurance ou non. Des grèves, des manifestations et des sit-ins devant les établissements scolaires et les directions provinciales. Les enseignants haussent le ton depuis lundi pour exprimer leur rejet catégorique aux dispositions de l'accord du 14 janvier 2003 et publié au bulletin officiel le 9 de ce mois. Parmi les principaux points qui suscitent d'ailleurs leur colère, la question des enseignants contractuels, les développements avec Rachid Iken et Nisrine Aouzdar. Ils unissent leurs voix pour le 3e jour consécutif pour dire que l'accord du 14 janvier est vivement rejeté par toutes les catégories du secteur. Demain, ils vont retourner à leur poste en portant le brassard noir pendant toutes les heures de leur travail. Les enseignants se disent victimes d'un statut unifié basé sur une approche non participative et d'une injustice flagrante à leur égard. Pour eux, le texte ne répond pas à leurs attentes et ne résout surtout pas les problématiques auxquelles ils sont confrontés. C'est une réelle menace pour le système éducatif dans sa globalité. Un irrespect total du principe d'équité et d'égalité des chances. Comment peut-on rendre justice à certaines catégories du secteur et en exclure complètement d'autres? Dieu en est témoin. Depuis que nous avons pris nos fonctions, nous avons toujours accompli les tâches qui nous incombent avec beaucoup d'abnégation, en assurant même des missions qui ne relevaient pas de notre ressort, à savoir la surveillance, le soutien psychologique des élèves et même leur accompagnement pendant des activités extrascolaires. Et c'est ainsi que nous sommes finalement remerciés. Le véritable problème émane de l'exclusion que nous avons subie au moment de la préparation du texte en question. Nous qui sommes au cœur des réalités du secteur et qui sommes en charge de la concrétisation de tout un programme pédagogique dans un environnement où les pressions sont énormes. Le ministère parle d'une augmentation de salaire en faveur des enseignants du secondaire, du collège et du lycée, avec l'introduction du grade hors échelle. Ce n'est pas une augmentation. Il s'agit simplement d'un avancement sur grade, comme il est coutume pour tous les secteurs relevant de la fonction publique. Il va sans dire que cela n'altère en rien les revendications en cours. Bien sûr que la porte du dialogue reste ouverte avec toutes les composantes du système éducatif et avec toutes les catégories. Et cela pour avancer dans la réforme et pour arracher davantage d'acquis. Quel que soit le secteur où elle est déclenchée, et quels que soient les arguments avancés par les deux parties concernées, la grève finit toujours par faire des victimes collatérales. Ici, ce sont les élèves. Ils tiennent alors aussi à faire entendre leur voix. Cette grève a coïncidé avec la reprise des vacances. C'est un moment de répit où on s'était préparé aux examens. Cette grève casse un peu notre élan. Après ce mouvement de protestation de 3 jours, les enseignants grévistes annoncent un nouveau programme de protestation commun pour le mois de novembre. Ce sont plus de 8 millions d'élèves qui seront concernés encore une fois à l'échelle nationale. Elle est devenue une destination touristique par excellence. Saïdia s'érige aujourd'hui en véritable locomotive du tourisme dans la région de l'Oriental. Avec des chiffres records de nuitées enregistrés cet été, les visiteurs continuent de prendre la direction de la Perle Bleue en ce mois d'octobre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la station balnéaire vit ces jours-ci à l'heure de l'été indien. Reportage Rachid Latabi et Maria Aoued. Imaginez une eau cristalline rien que pour vous, ou presque, et des hôtels aux allures de petits paradis terrestres. Période creuse pour les uns et vacances scolaires pour les autres. Le tourisme à Saïdia ne désemplit pas, et cela se comprend. Des températures avoisinant les 25 degrés tout au long de l'année et une ville verte connue pour ses étendues de sable blanc, sa culture orientale et sa gastronomie. En octobre, puisque comme il disait, on a la tranquillité
de se retrouver tous ensemble, de pouvoir être bien ensemble. En ce moment, notre clientèle est composée presque essentiellement de golfeurs. Nous recevons aussi des équipes de football qui viennent se détendre pendant 1 ou 2 semaines et faire du sport. Quelques touristes étrangers viennent également visiter Saïdia pour découvrir sa culture et sa gastronomie. En famille ou entre amis, les vacanciers du mois d'octobre profitent de ces vacances d'un nouveau genre. Plus calme, plus agréable, plus intimiste, ils se sentent privilégiés et tout disposés à profiter comme il se doit des petits plaisirs de la perle bleue. On a choisi Saïdia parce qu'on organise un voyage avec toute la famille et c'est l'occasion de se retrouver au Maroc. Donc on est arrivé ici pour visiter la ville, pour visiter la région et découvrir la belle région du Maroc. Tous les 2 ans, on organise un voyage familial avec l'ensemble de notre famille qui est un peu éparpillée partout en France, voire même dans d'autres pays, en Suisse, au Qatar. Et c'est l'occasion pour nous de nous retrouver, de nous rassembler au Maroc. Des prix nettement plus avantageux et des températures agréables. Les voyages hors saison apparaissent comme la nouvelle tendance des vacanciers en quête de détente. À Saïdia, l'hiver est, paraît-il, encore plus doux et lumineux, de quoi attirer une fois encore les touristes du monde entier. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula à 20h30. Excellente soirée.